Donc bonjour à toutes et tous, enfin, surtout toutes, je vous avoue. Pour rappel, donc c'est l'Université Jean Monnet qui est partenaire de la Fête du Livre depuis maintenant quelques années. Et depuis quelques années, on distribue un prix étudiant. Cette année, le thème c'était les sciences humaines et sociales et apporter un nouveau regard sur la société. Donc là, on avait une sélection de 8 livres, puis après avec le jury étudiant, on a resélectionné 4 livres et on a pu délibérer, enfin élire Blanche Sabat pour Mythe et Meuf en tant que lauréate du prix étudiant de l'Université Jean Monnet pour la fête du livre 2022. Donc Blanche Sabat, si tu veux revenir sur peut-être sur ton parcours ou sur une petite présentation. Moi je suis activiste féministe et autrice de bande dessinée. Ça fait que un an et demi que je publie des BD en librairie, mais je suis active sur les réseaux sociaux depuis 2 3 ans, on va dire, vraiment en tant que militante et en publiant des petits strips de vulgarisation de concepts féministes, de caricatures, de dessins politiques, voilà à peu près ce que je fais. Et j'ai fait des études, pas de dessin, mais j'ai très brièvement essayé les études artistiques, mais ça m'a pas plu du tout. J'ai arrêté au bout de 6 mois et je suis allée en faculté d'histoire de l'art et de littérature et ensuite de sociologie de l'art. Et ensuite, quand j'ai lancé mon compte Instagram, j'ai eu des opportunités de publication qui m'ont menée à sortir mes BD entre fin 2021 et début 2022. Voilà pour moi. Et du coup, en fait, on s'est demandé, on s'est posé plein de questions avec Louis, et du coup, on s'est demandé, par exemple, comment tu faisais, globalement, pour associer ta passion de dessin à tes études sans te laisser surmener par l'un ou l'autre, ou sans abandonner totalement le dessin au profit des études et sans te consacrer totalement au dessin non plus. Eh ben, j'ai pas arrêté d'alterner en fait. Je pense que les deux me sont vitales de manière égale. Et donc du coup, quand j'étais au lycée, je dessinais tout le temps, tout le temps. Je retournais mes polycopiés, je dessinais derrière, et j'avais tout le temps un carnet. Et j'étais chez les cours pour dessiner, etc. Et j'avais qu'une hâte, c'était d'être en études 100% artistiques. Et en fait, j'étais très déçue par le cursus artistique que j'ai essayé. Et donc, du coup, je suis retournée en fac où j'étais vachement plus nourrie au niveau intellectuel. Et donc, du coup, là, ça me convenait. Et puis, quand ça m'a plus convenu, du coup, j'ai commencé à faire de la socio parce que je voulais absolument amener un propos politique et pas seulement esthétique et pas seulement analytique dans l'histoire de l'art à laquelle j'étais confrontée. Et ouais, j'ai jamais cessé de dessiner à côté en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai autant investi les réseaux sociaux. C'est parce que ça me permettait d'avoir une plateforme de pré-publication, on va dire, et d'avoir un petit public indépendamment de ce que je faisais au quotidien qui n'était pas directement lié à la pratique du dessin, quoi. En gros, j'ai jamais vraiment su choisir entre théorie et pratique. Et donc, du coup, j'ai toujours essayé de faire les deux. Ouais, de manière égale ou pas, ça dépend des fois. On va dire que pendant mes 2 masters, c'était la théorie qui primait. Mais maintenant que c'est mon métier, j'essaie de faire que ce soit égal, mais je passe beaucoup plus de temps à dessiner qu'à faire de la recherche. Donc maintenant, on va dire que c'est plutôt la phase dessin, et on va voir dans la suite. Ouais, je veux dire, on va dire que ça s'alterne, ça se combat pas. C'est vraiment ça s'alterne et les deux se nourrissent. Et je serais incapable de faire un dessin qui soit pas nourri par mon travail de recherche. De la même manière que, c'est pour ça que je me suis dirigée vers la socio de l'art, c'était impossible pour moi de rechercher dans le vide, de rechercher quelque chose qui soit pas en lien avec ma pratique artistique ou avec mon propos militant. Donc tout ça, ça se répond, quoi. Et voilà, j'ai pas pu faire de choix et j'en ai pas fait. Et du coup, je me dis que quand on hésite trop entre plusieurs choses qui nous passionnent de façon égale, pourquoi choisir finalement? Vaut mieux essayer d'aménager tout ce qui nous passionne. Ce qui marche bien, du coup, vu que tu es dans la catégorie sociologie à la fête du livre. Et du coup, ce prix étudiant vient bien confirmer que c'était pas que ça a du sens de faire ça, parce que du coup, je suis pas primée en BD, je suis primée en sciences humaines, et ça, j'avoue que c'est pas une petite fierté, quoi, parce que ça veut dire que mon contenu universitaire est reconnu en tant que tel, que la BD peut être un outil scientifique, peut être un outil savant, ce que les gens ont du mal à concéder à la bande dessinée. On va plutôt dire que c'est un support jeunesse ou un support humour, que c'est quelque chose de pas très sérieux, que ça n'a pas la légitimité culturelle d'un roman ou d'une étude socio. Et en fait, peut-être que si, peut-être que c'est en train de gagner ses galons de ça. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc ouais, là, je vais faire un mail à ma directrice de recherche, dire regardez, j'ai pas fait de thèse, mais j'ai quand même des prix en sociaux. Donc il se passe quelque chose, quoi. Et justement, par exemple, tu réagis comment quand tu vois... Moi, j'ai vu
passé un peu sur Internet, tu vois que ton livre était utilisé dans les écoles primaires, mais aussi dans les collèges, dans les lycées, pour justement aborder cette perspective sociologique. Et comment tu le vis, ça? Comment tu l'envisages? Moi, je suis ravie de ça. J'ai un public de profs, beaucoup de profs qui viennent me voir en dédicace et aussi qui m'écrivent sur mon compte Instagram et qui me disent qu'ils utilisent mon livre comme support pédagogique. Et ça me ravit forcément parce que déjà, je l'ai en partie fait pour ça, pour que ce soit diffusé, pour qu'on interroge la manière dont on raconte nos histoires et pour offrir des perspectives nouvelles sur des choses trop peu connues parfois ou au contraire 1000 fois rebâchées mais racontées un peu n'importe comment, enfin pas n'importe comment mais on va dire sans mettre les héroïnes en valeur ou en brossant un portrait assez négatif des personnages féminins. Donc qu'on les révise en quelque sorte, ça me fait plaisir. Et puis ça me fait plaisir toujours cette question de la légitimité en fait. Moi j'essaye de faire un contenu pédagogique et quand j'ai des profs dont c'est littéralement le métier et la mission entre guillemets d'éduquer les futures générations et de proposer des perspectives nouvelles et qu'on me dit que mon point de vue et ma perspective elle est intéressante et elle vaut la peine d'être étudiée, ça vient comme une confirmation que ce que je fais a du sens, que c'est pas que je raconte pas n'importe quoi non plus, parce que j'ai beau me blinder derrière des sources que je juge fiables et des chiffres, etc. On n'est jamais trop sûr de comment ça va être reçu par des gens de la profession, parce que je suis pas prof. Donc d'avoir ce retour-là de personnes qui sont concernées et compétentes, c'est hyper précieux. Et après, l'étape d'encore après, c'est d'avoir des élèves vraiment qui viennent me dire c'est super ce que vous faites et tout. Donc ça, c'est super gratifiant. Parfait. Quelque chose sur lequel tu as pu revenir, c'est notamment par rapport à la recherche. Tu as parlé de ta directrice de thèse, mais ce que moi j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ton livre, c'est que du coup tu présentes un personnage, tu le recontextualises, tu le mets un peu en lumière dans notre société moderne. Et après, tu as toute une page où tu reviens sur le personnage, sur les recherches que tu as pu faire. Et c'est vraiment cette intertextualité aussi qu'on a pu mettre en avant dans le jury étudiant pour délibérer. Et vraiment dans ce travail de recherche, comment est-ce que tu vas l'organiser? Comment tu vas faire un peu ces recherches sur ces différents personnages? D'abord, il y a l'idée du personnage qui vient en premier lieu. Je vais d'abord être interpellée par une figure, ou alors on va me proposer une figure, me dire « Ah, mais t'aurais pas pensé à telle personne, est-ce qu'elle serait pas intéressante ?» Et là, je vais commencer à me documenter et voir est-ce qu'il y a quelque chose à dire. Parce que parfois, on a une idée, et puis finalement, en faisant les recherches, on se rend compte que finalement, c'est pas si intéressant que ça, ou j'arrive pas à trouver un angle pertinent pour nourrir un épisode vraiment. Et du coup, parfois aussi, au gré de mes recherches, l'objet change. Je vais trouver un personnage intéressant, je vais me renseigner, puis finalement je trouve que c'est ce personnage secondaire dans l'histoire de ce personnage qui est plus intéressant. Par exemple avec Vice Versa, l'héroïne c'est Joy. C'est le petit personnage de la joie qui est vraiment hyper moteur de la narration. Et finalement, en revoyant ce film, je me suis dit, mais en fait, c'est Tristesse qui est intéressante. En fait, c'est elle, et c'est aussi un peu le propos du film, qui est la clé de voûte du récit. Et du coup, j'ai envie de décentrer un petit peu mon épisode de l'héroïne qui est au premier plan et de le mettre sur la tristesse qui est toujours dans l'ombre des autres émotions et dont on comprend pas bien le rôle. Et du coup, est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire un épisode sur elle ? Et donc du coup parfois l'objet de ma recherche change complètement alors que je suis en train de me documenter sur un personnage. Et du coup pour le procédé de recherche, ça va être le première étape, c'est taper sur Google et voir ce qui sort et voir, pas forcément pour me nourrir de ce que Google va me donner, mais plutôt de voir c'est quoi l'appréciation mainstream de ce personnage. Quand je tape ça, à quoi est-ce que c'est associé et vers quoi on me renvoie. Et ça va me donner une idée de ce à quoi les gens pensent et ce que le moteur de recherche nous donne directement en premier plan quand on parle de ça. Et donc, très souvent, c'est pas très satisfaisant. Et donc, c'est ça qui est intéressant de déconstruire. Et après, moi, j'ai mes petites sources personnelles que j'ai rencontrées tout au long de mes études, ou des émissions que j'aime bien, ou voilà, certaines personnalités qui ont écrit sur des choses, pas forcément sur le personnage que je recherche, mais sur des thèmes voisins. Et en les lisant et en faisant des recherches sur ces écrits-là, je vais tomber sur des sources, sur des liens qui mènent vers d'autres liens, qui mènent vers d'autres écrits. Je fais mon petit travail comme ça de recherche, d'enquêtrice. Et quand je tombe sur un angle qui me paraît percutant, ça va nourrir ma réflexion. Et donc l'idée, c'est toujours d'aller dans le compte source, de proposer une analyse en me nourrissant du coup de quelques sources si je trouve qu'elles ont dit des choses pertinentes que je trouve intéressantes de retranscrire, et ensuite
dévier un petit peu des sources, dévier un petit peu du patronage un peu des gens savants qui ont produit du contenu savant sur ce compte et me placer, moi, mon regard d'autrice, mon regard de militante et dire ce que moi j'y lis et ce que moi j'en pense. Et je pense que c'est hyper important cette dernière étape aussi de pas toujours coller à quelque chose de comment dire, de valider, de survalider, de surligner, de oui, oui, cette personne-là a dit ça, donc c'est vrai. C'est aussi intéressant de faire un pas de côté et de donner son opinion. Alors, il faut pouvoir le justifier, bien sûr, mais de dire, bah, voilà ma perspective à moi. Et voilà ce que je peux en dire avec mes lunettes de féministe, avec ma perspective de 2022. Donc voilà tout le processus. Et a priori, quand j'ai respecté toutes ces étapes et que le personnage m'anime aussi, ça doit toujours être un personnage dont j'ai envie de parler, qui me touche. Et parfois aussi, parfois je comprends pas trop. Parfois je me dis, mais pourquoi ce personnage il m'anime tellement? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Par exemple, je savais que j'avais envie de parler de Karaba depuis super longtemps et j'avais pas forcément tout le cheminement de mon épisode dans la tête quand j'ai su que je voulais en parler, mais je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à dire. Pareil pour Marraine la Bonne Fée, en fait, je me suis dit, mais je sais pas, ce personnage de fée marraine, cette féminité qui n'est pas dangereuse, parce qu'elle n'est pas séduisante, parce que c'est une personne qui est hors de la sexualité, parce qu'elle est vieille. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à dire sur l'agisme? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire sur les sorcières, qui sont aussi une féminité vieille et non sexuelle, mais très menaçante? Et souvent, elles se métamorphosent. Souvent, on passe d'une femme très belle à une femme très laide, très vieille. Qu'est-ce que ça dit de la vieillesse des femmes? Pourquoi ces figures m'interpellent? Et ça aussi, c'est un gros processus dans mon travail de recherche, c'est de se dire pourquoi est-ce que ça m'interroge et pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler. Et donc, voilà, normalement, avec toutes ces conditions, si toutes ces conditions sont remplies, ça donne un épisode plutôt cool. Et du coup, au final, tu te focalises quand même beaucoup sur ton expérience personnelle ou plutôt peut-être sur un savoir commun? Parce que c'est vrai que quand on pense à Karaba, par exemple, c'est une figure qui a été beaucoup analysée. Donc c'est peut-être plus simple, entre guillemets, aussi de trouver des informations. Mais au final, tu arrives aussi à combiner des personnages comme Karaba à d'autres personnages comme justement Tristesse dans Vice Versa ou La Reine des Neiges qui sont, eux, beaucoup plus contemporains en quelque sorte. Donc est-ce que c'est pas compliqué justement à ce moment-là de trouver des informations et d'en faire quelque chose d'autre? En fait, paradoxalement, c'est pas les contes sur lesquels on a le plus d'infos qui sont les plus faciles à traiter. Par exemple, Le Petit Chaperon Rouge, on a trop d'infos dessus. Ou Ève, on a trop d'infos, on a trop écrit sur cette figure. Le Petit Chaperon Rouge, on ne sait pas d'où ça vient ce conte. Il y a plein d'origines différentes. On retrouve des formes de Petit Chaperon Rouge, des déclinaisons de ce conte dans plein de pays différents, à plein d'époques différentes. On n'a pas vraiment, ça vient de l'oralité de toute façon, puisque ça nous vient du Moyen-Âge, donc on n'a pas de texte source, on va dire, ou peu. Et les récits divergent beaucoup, il y a beaucoup de versions différentes et personne n'est d'accord sur les analyses qui ont été faites a posteriori, personne n'est d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire ce chaperon rouge. Déjà, un chaperon, personne ne sait ce que c'est. On ne sait pas si c'est une couronne de fleurs rouge ou un chapeau ou une cape ou une houppelande, une petite cape ou une capuche ou carrément rien de tout ça. On n'est même pas sûr que ce soit un vêtement. On sait qu'elle se déplace avec un objet rouge. Et donc cette histoire du chaperon, bah voilà, quand j'ai commencé à essayer de me dire, bon, le chaperon rouge, qu'est-ce qu'on en sait, d'où ça vient, c'est quoi le début, quoi, les prémices de ce conte, et que j'ai vu que rien que le terme, qui est le titre du conte, et qui est aussi le nom de l'héroïne, parce qu'elle n'a pas de nom, on l'appelle le petit chaperon rouge parce qu'elle porte toujours ce vêtement. Déjà ça faisait l'objet de débats. Donc tu vois, les contes sur lesquels on a énormément d'écrits et d'analyses, parfois c'est encore plus épineux que les choses hyper contemporaines. Parce que voilà, La Reine des Neiges, je veux dire, c'est tellement récent que je suis moins susceptible de susciter la polémique en fait. Parce que j'apporte une analyse, mais je vais peut-être être la troisième ou la quatrième à apporter une analyse de ce conte. Donc on va pas venir s'écharper sur est-ce que j'ai cité qui il fallait et est-ce que mes sources sont fiables. Parce qu'il y a beaucoup plus de subjectivité. Et donc du coup, ça peut être parfois plus facile. Les contes ou comme Blanche-Neige en fait, les contes qui ont été visités, revisités, où tout le monde est passé par là, tout le monde y est allé de sa petite analyse, parfois il faut vraiment faire le tri entre toutes les infos dont on dispose pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi. Et puis aussi pour faire un contenu qui soit pas indigeste en fait. Le Petit Chaperon Rouge, j'ai tronqué beaucoup de choses parce que si je faisais un compte rendu de tout ce qui avait été dit et puis contesté sur ce conte, j'aurais jamais eu assez de place pour faire ensuite mon analyse et pour le replacer dans un contexte moderne. Donc on va dire que la difficulté, elle est pas toujours là où on l'attend, quoi. Voilà. Et du coup, par exemple, quand tu vas faire la bande dessinée au niveau dessin justement, comment est-ce que tu trouves tes inspirations pour faire les dessins justement, parce qu'il y a quand tu dessines La Reine des Neiges, du coup c'est plutôt
évident parce que tu te réfères tout de suite au dessin animé, mais est-ce qu'il n'y a pas des figures qui sont un peu plus compliquées que d'autres à dessiner? Quand tu dessines Judith et Holoferne, par exemple, bon, bah, on a plein de représentations différentes de Judith et Holoferne qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc comment est-ce que toi tu fais le tri dans tout ça? Tu choisis de représenter peut-être une femme plus jeune, une femme plus âgée En fait, voilà, il y a les personnages qui ont déjà une identité visuelle. Et d'ailleurs, c'est vraiment nécessaire que je fasse quelque chose de ressemblant si je veux que les gens comprennent de quoi je parle. Donc, Araba, Sadness, La Reine des Neiges, Pocahontas, je vais faire Mulan dans le tome 2 aussi. Donc là, je suis obligée de reprendre les aspects. Oui, je vois que ça vous plaît, donc tant mieux. Je suis obligée de reprendre voilà, l'identité visuelle du personnage, en l'occurrence de Disney, si je veux qu'on comprenne de quoi je parle. Et donc ça, c'est un exercice qui est intéressant parce que c'est quand même mon style, mais il faut que la personne soit reconnaissable. Et d'un autre côté, il y a les personnages mythologiques ou historiques d'ailleurs, comme le Chevalier d'Éon ou Jeanne d'Arc, qui ont été vachement représentés, mais il n'y a pas de forme canonique, on va dire, de ce personnage, puisque du coup, ça fait pas l'objet d'un character design, c'est vraiment des auteurs et des autrices qui sont passés après et qui ont façonné ce personnage. Et donc là, c'est ce que je préfère en fait, parce que c'est intéressant de voir quelle iconographie est associée à ce personnage et de piocher des éléments à droite à gauche et ensuite de faire mon twist moderne, comme d'habitude. Par exemple, Judith, elle est représentée blanche, comme du marbre dans beaucoup de représentations, alors que non, si on se situe dans la péninsule où se passe l'histoire, si on est dans le royaume d'Israël, si on est en plus Yehudit, ça veut dire juive, très très étymologiquement parlant. Donc moi j'avais bien envie de la faire brune et de lui faire une peau mate et de pas la faire voilà très blonde, comme on a vu des Salammbô aussi blondes. Je trouvais que ça avait très peu de sens en fait. Et pareil pour des héroïnes de la mythologie, que j'ai pas envie de faire blondes et blanches comme on les a beaucoup vues représentées par les peintres classiques. Donc il y a ça aussi. Je vais me nourrir des éléments iconographiques qui eux devront rester justes. C'est-à-dire que si j'ai n'importe quoi, voilà, dans Circé, dans le dernier épisode que j'ai fait là sur Matin, Circé, Hermès évidemment que je vais lui faire des sandales, Hélé évidemment que je vais faire une lyre, un vase, un arc, parce que c'est les attributs du personnage. Mais je vais aussi me permettre de prendre une certaine liberté avec la manière dont ils ont été représentés de façon classique, parce qu'il ne s'agit pas de recopier, il s'agit de réinterpréter. Et je vais jouer un petit peu avec ces codes et avec cette modernité. Et je trouve que c'est le plus intéressant. Et ça me plaît de... Et souvent, ça me plaît de faire ça, d'une part, et c'est apprécié par les lectrices. Souvent, on vient me dire « Ah, ça fait plaisir de ne pas avoir des héroïnes hyper stéréotypées. Ah, ça fait plaisir d'avoir une représentation un tout petit peu plus juste en tenant compte voilà, de la période historique et des origines, en fait, voilà, socioculturelles, ethniques, de là où l'héroïne, la personne se situe. » Donc voilà, c'est un petit jeu hyper intéressant. Et puis, je suis relue aussi, je ne le fais pas toute seule. Je suis relue par une éditrice, par la rédac chef de Matin déjà, et ensuite par mon éditrice qui vient après et qui m'apporte aussi leurs observations, qui me soumettent des remarques, des détails. Et donc on est à 3 ou 4 là-dessus pour que le travail fini soit vraiment juste, quoi. Notamment à la polémique un peu actuelle sur le film Disney, La Petite Sirène, où voilà, l'actrice, c'est une actrice de couleur métisse, et ça choque plus de monde que ce soit une actrice de couleur métisse dans un lieu autour des Caraïbes qu'il y ait un homard qui parle africain, enfin qui ait l'accent africain. Et je trouve ça vraiment fou qu'il y ait une perte de notion, une perte même de contexte en fait. Qu'est-ce qui va déranger dans l'histoire que le personnage principal soit blanc ou typé métis. Et du coup, ça rejoint totalement voilà, ce que tu disais sur des personnages qui, en fonction de leur développement, de leur histoire, ne correspondent pas au modèle blanche, blonde, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ben oui, d'autant plus, avec La Petite Sirène, c'est d'autant plus absurde que là, les exemples que j'ai donnés, c'est soit des personnages historiques, soit des personnages, on va dire, situés dans une zone géographique ou une époque. C'est-à-dire qu'on peut débattre à l'infini de si Ève et Lilith ont existé, ou Jésus, ou que sais-je, mais on sait très bien dans quelle zone géographique ils se situent et où se raconte leur histoire. Donc, c'est ancré dans une forme de réel. La Petite Sirène,
ça n'existe pas, les sirènes. Et donc que les gens... Non mais c'est vrai, que les gens soient choqués parce qu'une sirène est noire, on va leur dire mais tu sais que les sirènes n'existent pas. Donc on se dit c'est impossible. Il disait ça, il y a un scientifique qui a dit non mais en fait les rayons du soleil ne peuvent pas traverser l'eau, donc c'est impossible. C'est impossible qu'une sirène puisse avoir la peau non blanche. Et donc on lui dit mais tu sais que il n'y a pas de sirène, donc scientifiquement déjà ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu viens me sortir que scientifiquement c'est pas possible qu'elle soit métisse ou qu'elle soit noire. Donc je trouve que c'est d'autant plus fou, parce que je trouve que la polémique est stérile dans tous les cas. Mais en plus, quand on parle de créatures qui sont complètement inventées, c'est dégoulinant de racisme, en fait. C'est impossible de justifier ça autrement. Il y avait eu une polémique similaire pour qui incarnerait le nouveau ou la nouvelle James Bond. On disait mais non, le mythe de James Bond, c'est impossible que ce soit un acteur noir, soit carrément une actrice noire. Et on était là, vous savez que James Bond n'existe pas ou comment ça se passe? Et donc on dit pourquoi est-ce qu'on pourrait inventer un James Bond quand James Bond était blond? Mais d'ailleurs ça s'arrête pas à ça. Déjà quand il y a eu Daniel Craig blond aux yeux bleus, ça en a choqué certains. Donc on voit à quel point les gens sont campés sur leur position et à quel point qu'on déroge à quelque chose qui est forgé de toutes pièces, ça puisse en ulcérer certains. Donc oui, je n'ai pas pensé à faire deux personnages de pure fiction, des représentations différentes, mais on pourrait totalement, et je trouve que les gens qui poussent des cris scandalisés quand on le fait, c'est un formidable révélateur en fait, c'est un test. Quand on réinterprète des figures à la sauce 2022, féministes, antiracistes et avec un point de vue quand même plus inclusif, et qu'on voit ce que ça défrise, et je trouve que c'est un peu un liquide révélateur de gens qui sont vraiment très arqués sur une vision de la société où il faut que même nos fantasmes soient blancs, même les choses qu'on invente, on n'a pas le droit de penser en inclusif. Même les trucs qu'on invente, ils doivent être le reflet de notre société dominante, quoi. Est-ce que du coup, par exemple, c'est ce que tu essayes de refléter avec ton personnage je l'ai juste là, donc je vois ton personnage en costard, nœud papillon rouge, un peu âgé, qui répète quick à toutes les pages. Est-ce que c'est une volonté justement de prendre les devants, peut-être sur certaines réceptions négatives que tu pourrais avoir de tes interprétations? Oui, alors je le formulerai pas comme ça, mais en fait, dans les faits, c'est ce qui produit. C'est ça qui fait. En fait, lui, c'est Jean-Michel Patriarcat. C'est mon petit personnage comique qui est une allégorie et une caricature du coup du patriarcat que j'ai décidé de représenter en reprenant un peu les codes des psychanalystes du début du XXe siècle, parce que je me suis rendu compte, d'ailleurs c'est très lié à mon processus de recherche pour Mythes et Meufs, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'analysais une figure, j'essaie de suivre un petit chemin chronologique et qu'à chaque fois qu'on arrive au début du XXe, il y a les psychanalystes qui sont venus apporter leur analyse qui est toujours la même. Toujours la même. C'est angoisse de la castration. C'est vraiment un running gag, sauf que ce n'est pas un gag. Mais c'est vraiment drôle à quel point c'est redondant et c'est récurrent. N'importe quel mythe ou conte ou légende qui a une héroïne féminine un tant soit peu mise en avant, on va en dire c'est une castratrice. Et donc du coup, moi, je trouvais ça vraiment marrant. Et donc mon patriarcat, il ressemble un petit peu à ces analystes qui projettent leurs fantasmes ou leurs angoisses de castration sur absolument tous les récits. Et donc c'est pour ça qu'il dit tout le temps quick, c'est pour ça qu'il est obnubilé par ça. Et en fait, je l'ai fait pour désacraliser et dédramatiser les détracteurs qu'on peut avoir, mais surtout la misogynie et le patriarcat qui est partout dans la société en fait. Et je pars du principe que si on s'en moque, ça fait moins peur, et que si on montre tout le ridicule qu'il y a, on a plus de facilité à le combattre en fait. Quand on se rend compte que leurs arguments sont d'une pauvreté intellectuelle, sont extrêmement répétitifs, en fait c'est ce que dit Rose Lamy dans Défaire le discours sexiste dans les médias. Elle dit que l'analyse l'analyse des combats contre les féministes serait peut-être presque plus intéressante que l'analyse du féminisme. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il vaudrait mieux analyser la récurrence de l'antiféminisme ou plutôt l'ennuyeuse constance. Et elle a raison, c'est ça. Cette ennuyeuse constance des arguments antiféministes, elle est super intéressante parce qu'ils ne se renouvellent absolument pas en fait. Et donc, à partir du moment où on a compris que c'était absolument ridicule, arrêtez d'avoir peur qu'on vous castre, ça ne nous intéresse pas. Vos bites ne nous intéressent pas. À partir du moment où on s'est rendu compte que voilà, leurs angoisses étaient rigolotes, que leurs arguments étaient répétitifs et que c'était très peu créatif en fait et très peu constructif comme critique, et ben tout d'un coup ça fait moins peur et tout d'un coup on a
plus confiance en nous et on est plus armé pour les combattre et pour moins se laisser abattre par cette ennuyeuse constance des arguments, justement, des arguments réactionnaires. Donc c'est à ça qu'il sert, Jean-Michel Patriarcat. C'est ma co-star sur le compte, sur le compte Instagram et il sert à ce qu'on n'ait plus peur de lui, en fait. Est-ce que tu penses, par exemple, que justement, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, du coup, tu es très présente sur Instagram, et d'ailleurs, Mythe et Meuf a été en partie justement publié sur Instagram, donc pas le tien, mais celui de Matin. Est-ce que tu penses que justement, tu aurais pu avoir ces espèces de réactions inconstantes et toujours très peu nourries d'arguments si tu t'étais peut-être mis sur d'autres réseaux sociaux ou... Bon. Je pense que c'est commun à toutes les plateformes, tout simplement parce que c'est un peu partout dans la société. C'est dès qu'une femme ou une minorité de genre prend la parole et essaie de revendiquer une organisation nouvelle de la société, il va y avoir des détracteurs et en fait leurs arguments sont communs à tous les domaines. En fait, quand on voit que c'est des journalistes, et ben il va y avoir des détracteurs sur Twitter, des détracteurs par tribune interposée, des détracteurs oui voilà dans les journaux, sur les plateformes journalistiques. Quand c'est à la télé, et il y a bien sûr des détracteurs très très véhéments sur les plateaux télé. Moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt le cyberharcèlement sur Instagram. Mais je constate, c'est un milieu que je connais très mal, mais je constate que sur YouTube, c'est la même chose. Donc, je pense vraiment pas que ce soit propre ni à mon contenu, ni à la plateforme sur laquelle je m'exprime. Je pense que c'est propre à n'importe quelle sorte de revendication féministe, et pas que d'ailleurs. Mais bon, si on parle en termes de genre homme-femme, c'est vraiment propre au féminisme. Si on parle en termes de détracteurs d'un contenu militant, c'est propre à peu près toutes les luttes sociales. Et du coup, par exemple, comment toi tu l'as vécu, ce fait de passer justement d'un texte finalement médiatisé sur les réseaux sociaux, diffusé sur un compte Instagram, à une version papier? Est-ce que déjà je sais pas, est-ce que tu l'as écrit en pensant que ça allait être publié à la fin, ou tu n'étais pas encore totalement certaine au moment où tu t'es dit allez, je fais de la bande dessinée? Au début, non, je l'ai écrit vraiment pour les réseaux. L'idée, c'était que ce soit publié sur Matin, que ça me donne une visibilité et un autre public que celui que j'avais moi sur mon compte Insta, puis d'être relu par quelqu'un dont c'est le métier, ce qui m'était jamais arrivé puisque avant je publiais vraiment pour moi, donc sans avis professionnel, sans relecture, sans correction. Donc c'était vraiment pour l'expérience que ça allait m'apporter, puis c'était rémunéré aussi, donc être payé pour mes strips, c'est aussi pas mal. Et en fait, très vite, quand on a vu le succès qu'avait la série, il a été question de parler de publication papier. Et donc, on va dire que peut-être les 10 premiers épisodes ont été faits avec l'idée que ce serait sur les réseaux, et les 11 derniers, je savais que ça allait être dans un livre. Donc, du coup, je les ai pas forcément fait de la même manière, mais ça n'a pas changé non plus drastiquement. En fait, ça a changé au niveau mise en forme et mise en page. C'est-à-dire que déjà la police a changé, j'ai dû tout réécrire, on est passé de la majuscule au minuscule, alors que c'est mon écriture, donc je peux pas juste copier et changer, il faut tout réécrire. Il y a ça qui a changé, et puis aussi au niveau de la lisibilité, en fait on n'a pas le même impératif quand on a 4 images sur une page ou quand on a une slide par page. Et donc ça, il a fallu faire des aménagements, donc du coup c'était plutôt un travail de mise en page et d'édition a posteriori. Et qu'est-ce que ça a changé pour moi? Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir l'objet livre, en fait, parce que du coup, sortir mon contenu des réseaux sociaux, c'est aussi élargir énormément mon public. Que ce soit des générations qui sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux, ou que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas envie de lire sur un téléphone, qui ont un plaisir de lecture très différent si c'est dans un objet livre. Donc du coup, je pense aux générations avant nous, mais aussi les générations futures, parce que je pense pas que les enfants devraient avoir un téléphone dans la main non plus si tôt que ça. Et donc du coup, de pouvoir avoir des gens de 7, 8, 9, 10 ans qui lisent Mythe et Meuf sans forcément que ce soit sur Instagram, c'est aussi très appréciable. Donc j'aime beaucoup cette idée de le rendre plus accessible. Et voilà, c'est aussi un de mes grands enjeux. Je parle tout le temps de pédagogie, je parle tout le temps de militantisme et d'humour, et d'essayer de vulgariser et de démocratiser des concepts qui, je trouve, sont encore pas assez connu, et le fait d'en faire un livre qu'on puisse mettre dans les mains de tout le monde, ça participe de ça aussi, c'est de sortir le militantisme des réseaux. Et puis c'est super important pour la pérennité aussi du travail, c'est-à-dire que moi, demain, on peut me dire en fait votre contenu a défrisé les GAFA, donc votre compte saute. Et là, tout est perdu.
Et donc du coup, le fait d'en avoir un livre qui soit publié à plusieurs milliers d'exemplaires, qui soit en bibliothèque, qui soit en médiathèque, qui soit dans les écoles, eh ben, ça assure que mon discours il se perde pas en fait, que ça passe de main en main et que ce soit tangible, que ce soit concret. Et c'est vrai que si un jour par malheur, Instagram décide de me censurer ou que Matin ne n'est plus viable ou que sais-je, eh ben, le livre, il existera. Et donc, du coup, pour moi, c'était super important. Et puis, c'est un bel objet aussi. Moi, je suis trop contente. Avoir une belle couverture, d'avoir une pagination et tout, c'est un petit rêve qui se concrétise, d'avoir un livre à moi, quoi. Ça peut revenir au début sur le fait que ça avait été partagé par des enseignants, des professeurs d'école, etc. Et là, tu viens d'aborder justement le fait que tu voulais vraiment publier un livre aussi pour que ça touche un peu l'ensemble des générations. Est-ce que tu as pu avoir justement ce retour des générations, peut-être qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, etc., sur leur avis aussi? En fait, pas vraiment parce que je les vois assez peu. En fait, les jeunes, du coup, ils sont pas trop sur les réseaux, donc c'est pas un canal par lequel je vais avoir des retours. Et j'en ai vu très peu en festival. Mais par contre, je vois leurs parents tout le temps qui me disent que ça leur plaît, qu'ils le lisent, qu'ils vont l'offrir. Et donc là, typiquement en dédicace, j'avais tout le temps, j'avais souvent des mamans et leurs filles. Et leurs filles parlent pas beaucoup, elles sont toutes timides, mais les mamans me disent: ma fille qui est derrière moi est super fan, elle a adoré, c'est grâce à elle que je connais votre compte. J'ai beaucoup de parents qui me disent ça, qui me disent ma fille vous suit, donc je m'y suis mise. Et en fait, c'est plutôt avec eux que je vais avoir des interactions parce qu'ils vont plus volontiers se déplacer ou plus volontiers franchir un peu le cap de m'écrire. Donc en fait, voilà, dans mon public, j'ai vraiment des gens de mon âge, de ma génération, qui ont la vingtaine par là. Et pour les personnes un petit peu plus jeunes, ça va plutôt être leurs parents ou leurs profs qui vont me dire, ou parfois les deux, des mamans profs aussi, beaucoup, qui viennent me voir et qui me disent que leurs enfants, leur famille apprécient beaucoup mon travail. Donc bon, c'est indirect, mais j'ai un peu ce retour aussi.